Bonjour, donc, je suis Canel Garnier, je suis en deuxième année de thèse et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la mémoire. Alors, pas la mémoire orientée vers le passé telle qu'on la conçoit généralement, mais la mémoire orientée vers le futur, aussi appelée mémoire prospective. Alors, au quotidien, on mémorise constamment des actions qui ne sont pas encore passées. Par exemple, quand je mémorise que je vais appeler mon dentiste, je ne l'ai pas encore fait. Il s'agit d'une intention en mémoire prospective. Cette intention, elle est toujours associée à un indice. L'indice qui va nous dire quand est-ce qu'il faut que je fasse ce que j'ai prévu de faire. Cet indice, il peut être soit un horaire défini, un temps T, on parlera d'un indice time-based, par exemple, demain à 16h, j'appellerai mon dentiste. Et il peut aussi être event-based, donc plutôt lié à un événement qui va se passer. Donc par exemple, quand je passe devant Jardiland, il faut que je pense à acheter du terreau. Et dans la vie quotidienne, on a tous des petits ratés de cette mémoire prospective. Il peut y en avoir donc deux types. On peut avoir un raté plutôt du processus dit prospectif, c'est-à-dire qu'on va louper l'indice tout simplement. Donc ça va être le soir, je me couche et mince, j'ai complètement oublié, à 16h, je devais appeler le dentiste. Et ça peut être aussi un déficit plutôt au niveau du processus rétrospectif, c'est-à-dire qu'on se souvient, enfin on repère l'indice, mais on ne se souvient plus de l'intention qui est associée. Donc je passe devant Jardiland, je sais que je dois y faire quelque chose, mais quoi ? Je ne sais pas. Donc ces petits ratés au quotidien, c'est pas très grave, mais dans le domaine pathologique, ça peut avoir des impacts très handicapants au niveau social comme professionnel. Et donc il paraît intéressant qu'on puisse évaluer en clinique avec le bilan neuropsychologique les difficultés que les patients peuvent avoir en mémoire prospective. Or, pour ça, aujourd'hui en France, on n'a pas de tests complets et écologiques qui nous permettent d'évaluer les capacités en mémoire prospective. Et donc, par complet, j'entends un test qui évaluerait à la fois les capacités à repérer des indices time-based et event-based, et aussi à évaluer si les difficultés elles sont plutôt dues au processus prospectif, est-ce que c'est une difficulté à repérer l'indice, ou est-ce que c'est dû à une difficulté à récupérer l'intention en mémoire, donc le processus rétrospectif. Et il se trouve qu'il y a un test qui a toutes ces qualités-là. Ah oui, et écologique, qui veut dire donc un test qui met la personne dans une situation réaliste, qui correspond à une situation du quotidien. Et donc le test écologique de mémoire prospective, le TEMP, il a toutes ces qualités. Il a été développé en 2011 par l'équipe québécoise de l'Université de Montréal. Mais le seul problème, entre guillemets, c'est que c'est un test, bien sûr, adapté à la culture québécoise et pas à la culture française. Donc on a dû, dans un premier temps, l'adapter, changer par exemple la pâtisserie Cantibouffe par la boulangerie-pâtisserie Le Gall. Et tant qu'à faire, on s'est dit on va développer ce test de manière à ce qu'il soit encore plus écologique, en le faisant passer d'un test où initialement les personnes devaient mémoriser des intentions. Alors il y en avait 10 qui étaient event-based, à savoir faire telle action dans tel magasin, et 5 time-based qui étaient au bout de tant de minutes, je dois faire telle action. Et donc, les personnes mémorisaient ces 15 intentions, et après, on leur présentait juste une vidéo devant laquelle ils voyaient défiler des magasins, enfin, ils avaient filmé une ville. Et donc, nous, pour rendre le test encore plus écologique, on a transformé cette ville en ville virtuelle, non plus une vidéo, mais une vraie ville, avec les collègues du LARIS, qui nous ont permis donc de faire une ville dans laquelle la personne est active cette fois-ci. Elle est au volant d'une voiture avec un vrai volant connecté. Elle se déplace dans la ville. Elle voit avec le casque de réalité virtuelle les magasins défiler autour. Et de cette manière, elle peut s'arrêter volontairement devant les magasins qui l'intéressent, comme si elle était réellement dans une ville en train de préparer, par exemple, son réveillon de Noël, de faire toutes les courses nécessaires. Donc notre projet, c'était donc d'adapter à la culture française, de l'adapter en réalité virtuelle. Ça a été de nombreuses adaptations techniques. Et ensuite, bien sûr, pré-tester cette nouvelle version du TEMP pour s'assurer que les consignes sont claires, que les aspects techniques sont réussis. Donc on a fait ce pré-test auprès de différentes personnes de différentes classes d'âge. Et on se retrouve aujourd'hui donc avec une validation en cours. C'est la dernière étape de notre projet, du test écologique de mémoire prospective en version française et réalité virtuelle auprès d'un échantillon suffisamment large de manière à comparer et s'assurer que notre version est valide et pourra être utilisée à l'avenir en France pour évaluer la mémoire prospective chez les patients. Voilà, je vous remercie. Merci Canel.
Et après Cindy, ce sera Gildas Grimaud. Hop, mes petits pointeurs. Bonjour à tous, donc Cindy Gilles, je suis doctorante en 6e année à l'Université d'Angers dans le laboratoire LPPL et je vais vous présenter une partie des résultats de mon travail de thèse dirigé par Didier Legal et co-dirigé par Céline Lancelot. Donc axé sur les capacités métacognitives. Alors, tout d'abord une définition. Qu'est-ce que la métacognition ? C'est la capacité à connaître nos propres processus cognitifs au quotidien, mais également la capacité à réguler nos processus cognitifs en vue d'atteindre un objectif donné. On va s'intéresser à cette manifestation de capacité métacognitive dans la population cérébro-lésée, post-traumatisme crânio-cérébral ou accident vasculaire cérébral, du fait de la présence fréquente de troubles de conscience de soi suite à ces lésions. Il existe des questionnaires en population clinique afin d'évaluer une altération éventuelle de ce processus, mais en revanche, peu de mesures online existent permettant d'évaluer en contexte, dans une tâche donnée, l'évolution de ces processus métacognitifs. Nous avons donc proposé une batterie d'évaluation évaluant 4 aspects, la mémoire verbale, la mémoire visuelle, l'attention visuelle et la reconnaissance d'émotions. Et nous avons effectué ce qu'on appelle des mesures d'estimation de performance. C'est-à-dire qu'à différents moments de la tâche cognitive, on demandait à la personne d'estimer sa performance à venir en fonction de la tâche qui allait lui être proposée. Le matériel a été proposé à 24 sujets cérébro-lésés issus d'un centre de réadaptation et à 49 sujets contrôle. Et nous avons mis en résultat en dessous les résultats des indices de précision de performance, c'est-à-dire la prédiction de performance de la personne moins sa performance effective. Donc on s'attend à des scores qui soient proches de 0, c'est-à-dire que quand on est proche de 0, ça veut dire qu'on estime plutôt pas mal sa performance. Plus on va être en négatif, plus on est sur de la sous-estimation de performance, et plus on est en positif, plus on est sur de la surestimation de performance. On s'attendait à des profils différents entre nos deux groupes, à savoir plus de surestimation de performance chez le groupe cérébro-lésé du fait des lésions cérébrales et de la fréquence de manifestations de « je n'ai pas de troubles cognitifs », en tout cas pas autant que ce qui est réellement le cas. Et on obtient finalement un profil relativement similaire entre nos deux groupes. En couleur pleine, vous avez le groupe cérébro-lésé et en hachuré, le groupe contrôle. Donc, pour toutes les tâches, on a un profil similaire, excepté en mémoire verbale, ici en jaune, où les patients ont manifesté davantage de surestimation de performance, qui était notre hypothèse. Finalement, on la valide que pour cette partie-là du protocole, avec des patients qui ajustent leur performance après la réalisation de la tâche. Avec l'étoile, vous pouvez voir le moment où on a proposé la tâche réelle aux patients et au contrôle. Pour ce qui va concerner l'attention visuelle, pour les deux groupes, on a un ajustement de la prédiction de performance après la réalisation de la tâche. Donc les deux groupes fonctionnent de la même façon et vont produire moins de sous-estimation de performance après la tâche. Pour ce qui va concerner la mémoire visuelle, on va avoir un ajustement aussi également, mais cette fois pas forcément après la tâche réellement réalisée, mais après un délai entre la réalisation de la tâche et la dernière étape, qui était une phase de reconnaissance. Et en revanche, pour les deux groupes, on n'a aucun ajustement de performance, de prédiction de performance sur la tâche de reconnaissance d'émotion. Donc ces résultats, ils nous permettent de montrer qu'il faut prendre en compte l'ergonomie des épreuves parce qu'on a des résultats qui sont tâches dépendants, ce qui va à l'encontre de nos hypothèses initiales, mais également montre bien les mécanismes de régulation avec un ajustement soit après confrontation au matériel, soit après un délai entre la présentation du matériel et la réalisation effective des prises de mesures de prédiction de performance. L'objectif à venir, c'est de poursuivre les études sur cet outil-là pour évaluer la reproductibilité des résultats et puis affiner la création de cet outil. Autre résultat à venir, c'est la proposition de cet outil une nouvelle fois à distance d'une prise en charge métacognitive qui a été proposée au groupe de patients, toujours en comparaison avec le même groupe contrôle qui repassera le même outil et d'évaluer si le profil d'estimation de performance reste le même ou non. Je vous remercie pour votre attention.
Merci Cindy pour cette présentation et on va enchaîner avec celle de Gildas. Et se prépare Marine Jacques. Donc, je m'appelle Gildas Grimaud, je suis en première année de thèse à Rennes 2. Je m'intéresse aux adultes qui décident d'apprendre le breton en formation professionnelle. Il y a à peu près 3000 personnes chaque année qui apprennent le breton et une partie d'entre eux le font en formation de 6 à 9 mois, 35 heures par semaine, donc un engagement assez intense. Sauf que je suis sur un sujet où il y a très peu de statistiques. Ça n'intéresse pas grand monde, les adultes qui apprennent. Les enfants, c'est rigolo, mais les adultes, c'est pas... Et donc, du coup, je suis vide, je n'ai pas de prédéterminisme de type genre, sexe plus généralement, niveau de diplôme, etc., etc. Et je n'ai pas toutes ces petites cases de catégories. Et pour des raisons pratiques de ma thèse, j'ai commencé en fait par les interviews. Avant, je ferai une enquête statistique et j'ai commencé par 16 interviews. Et 16 entretiens qui me paraissent aujourd'hui en fait bien singuliers et j'ai du mal je me pose vraiment ces questions-là que se posent certains sociologues sur les catégories, les groupes, ce qu'on appelle idéotypes, est-ce qu'il va falloir ranger certains dans les héritiers, d'autres dans les novateurs, dans les j'habitais pas là, enfin, voilà, est-ce qu'on met des catégories ou pas? Et donc pour illustrer ça, alors je lui ai rechanger encore son prénom une deuxième fois, c'est plus Louane qu'elle s'appelle Maïwen. Maïwen, je l'ai rencontrée donc, et elle me dit directement en fait, qu'elle a grandi en Alsace, mais elle n'est pas alsacienne. D'ailleurs, elle n'est pas bretonne non plus. Son père, il est ch'ti, sa mère est d'origine polonaise. Bon, elle me dit, j'ai un souci, j'ai jamais su d'où je venais. Elle a vécu 24 ans en Alsace, mais elle dit, on était des étrangers là-bas. Et le problème, c'est que son prénom, ça la rend encore plus étrangère. Maïwen, ça devient Maïven, Méven. Les profs ne savent pas prononcer, c'est horrible. Et elle dit, j'ai détesté mon prénom pendant longtemps. Donc ça, c'est en Alsace, mais quand elle vient en vacances en Bretagne, à l'âge de 12 ans, à Damgand, au camping, elle entend une mère qui appelle sa fille Maïwen. Elle vibre, elle voit les petits bracelets, vous savez, dans les boutiques de souvenirs, avec son prénom. La révélation, quoi. Elle me dit dans l'interview, c'est plus agréable d'avoir des gens qui savent prononcer mon nom et qui ne trouvent pas ça bizarre. Et à tel point qu'elle me dit pas, au début, elle me dit pas, je m'appelle Maïwen, elle me dit, je suis Maïwen. C'est la seule, j'ai écouté 15 autres interviews, il n'y en a aucune qui m'a dit, je suis Pierre, Paul, Jacques, quoi. Elle est Maïwen, quoi, elle vit son prénom. Donc, bien évidemment, vers 24 ans, 25 ans, elle décide d'arriver en Bretagne, sauf que là, Maïwen, elle est obligée de dire, Maïwen, je m'appelle Maïwen, ou je suis Maïwen, mais je ne suis pas bretonne. Donc là, le processus s'inverse pour elle, elle est obligée de justifier ses lacunes culturelles. Elle accepte un boulot dans un cercle celtique, mais là, tout le monde parle breton. Elle ne parle pas trop, quoi, tout le monde ou presque parle breton, elle ne parle pas trop breton. Sa meilleure amie parle breton. Et là, pour elle, le processus identitaire, c'est devenir bretonne. Et elle a l'impression que c'est comme si, pour revendiquer cette attirance pour la culture bretonne, il fallait forcément parler breton pour être légitime. Et sa réponse... Elle est aussi contente du coup de trouver une stabilité. Elle n'a jamais vécu de plus de 2 ans dans le même endroit. Donc elle me dit, j'ai jamais grandi dans une identité stable. Et là, apprendre le breton, ça va m'aider, ça va l'aider à être sans doute Maïwen. Donc moi, la question que je me pose à partir de là, c'est, je ne vais pas faire une catégorie, avoir un prénom breton, ça fait qu'on parle le breton. Mais où est-ce qu'il faut vraiment que je la mette dans une case et comment je choisis des critères et quoi? Et je vais les regrouper avec qui? Et quelle perte j'ai dans mon travail de thèse si jamais je fais des critères? Comment on perd justement cette histoire que je viens de vous raconter? Comment on la perd finalement en ayant des typifications, quoi, comme on peut aussi employer parfois. J'ai toujours pas de carton jaune, j'aurais voulu au moins un jaune, non? Bon, et donc cette histoire-là, bon, j'ai le temps. Cette histoire-là, j'aurais pu vous la raconter, mais j'ai rencontré une autre que je vais appeler Nathalie. Elle est bilingue français-anglais. C'est génial, tout le monde. Et je l'interviewe là-dessus. Elle me dit, c'est horrible, les profs, ils ne mettaient jamais 20. Les autres, ils étaient jaloux. Elle a mal vécu le truc, elle, d'être bilingue. Et un jour, elle arrive dans un bar avec son compagnon anglais. Elle arrive dans un bar à Brest. Et là, tout le monde parle breton. Et elle est plus bilingue, du coup. Celle qui parle seulement anglais et français, ça n'avait aucun intérêt. Là. Et donc là, elle, ce qui l'amène à parler breton, c'est le fait c'est son bilinguisme. Donc c'est vraiment, moi, ma question aujourd'hui, peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger après, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de ces singularités en sociologie.
Voilà, je vous remercie. J'ai une jaune quand même. Merci Gilda pour ta présentation. Et on va accueillir maintenant Marine. Et ensuite Andrew. Laurent. Bonjour à tous, donc moi c'est Marine Jacques, je suis doctorante en première année au laboratoire CREADRE en didactique des sciences. Donc le travail que je vais vous présenter, c'est ce que j'ai fait en mémoire. Et je voulais vous parler de la méthodologie parce que je compte l'utiliser en partie pour faire ma thèse. Une petite citation pour commencer. Nous ne voulons pas faire partie de la dernière génération à transmettre à nos enfants la joie de jouer dans la nature. Donc cette citation est de Richard Louv, qui est journaliste américain, qui a écrit un livre en 2005 qui s'appelle Last Child in the Woods et qui répertorie des études disant que les enfants passent de moins en moins de temps dans la nature et que ça a une répercussion sur leur santé mentale et physique. Donc si on peut être d'accord avec cette proposition, le terme de pédagogie par la nature, comme je l'étudie dans ma thèse, implique qu'il y a des apprentissages au contact de la nature. Donc le contexte de la recherche est une forest school, une école de la forêt qui a été ouverte à Plonéis, près de Quimper, dans le sud Finistère, dans laquelle je me suis rendue, et la pédagogue réalise des ateliers de pédagogie par la nature en accueillant en immersion en pleine forêt des enfants, un groupe d'enfants à raison de 2 heures par semaine. Donc mon cadre de travail, c'est le cadre de la théorie des situations didactiques de Guy Brousseau. Et la méthodologie que j'ai employée a commencé par j'ai fait un entretien avec la pédagogue par la nature, un entretien semi-directif que j'ai retranscrit et dans lequel j'ai réalisé une analyse lexicale. Donc, pour analyser cet entretien, j'ai réalisé une grille d'apprentissage, une grille d'analyse, qui m'a donné a priori 2 enjeux d'apprentissage. Alors, comment est-ce que j'ai répertorié ces 2 enjeux d'apprentissage ? En consultant en fait des sites internet des structures Forest School déjà existantes. Et surtout, si vous regardez en haut à gauche, vous avez un panneau, alors on voit peut-être pas très bien, c'est marqué « Ici, on prend soin de soi, des autres et de la nature ». C'est une expression qui revient souvent quand on consulte des sites internet de Forest School. Donc je suis partie de l'idée que ça pouvait être 2 types d'apprentissage. Le premier enjeu, la connexion à soi et aux autres, en termes de relations inter- et intrapersonnelles, et le deuxième enjeu en termes de connexion à la nature. Pour vous expliquer rapidement comment je m'y suis prise pour repérer dans l'entretien quels étaient les indicateurs liés à l'enjeu connexion à soi et aux autres, vous regardez en haut à droite, en fait, j'ai encadré les différents mots qui pouvaient me faire penser à des apprentissages liés à ces enjeux de connexion à soi et aux autres. Donc, par exemple, la résilience, la confiance en soi, la présence, la coopération, le travail de groupe. Et donc, tous ces enjeux, je les ai regroupés sous le terme de compétences psychosociales, parce que ça me paraissait correspondre aux compétences sociales, cognitives et émotionnelles définies par l'Organisation mondiale de la santé. Donc du coup, ma grille s'est enrichie de ce terme-là. Le deuxième enjeu de connexion à la nature, j'ai fait pareil, j'ai regardé dans le texte un petit peu tous les apprentissages qui pouvaient correspondre à ça. Donc ça donnait utiliser des outils, connaître les insectes qui décomposent le sol, également cueillir des plantes sauvages, etc. Donc même chose. Là, je les ai baptisées compétences environnementales. Et dans ces compétences environnementales, il y a se comporter dans la nature, comment connaître la nature aussi. Et au fur et à mesure de l'analyse, un troisième enjeu d'apprentissage est apparu. Et ça tombait bien parce que je le cherchais en fait un petit peu. Mon but, c'était aussi de voir si dans ce type de pédagogie, on pouvait apprendre des choses
plus scolaire en fait. Et donc à la fin de l'entretien, la pédagogue a parlé d'apprentissage de la lecture, de la numération, de l'écriture, etc. Donc ce qui me donnait du coup un troisième enjeu d'apprentissage que j'ai baptisé savoirs fondamentaux et qui reprenait des compétences linguistiques, scientifiques et physiques. Voilà. Et donc la suite de l'étude a été de réaliser des analyses de vidéos d'ateliers réalisés sur place. Je vous remercie de votre attention. Merci Marine pour cette présentation. Et on accueille maintenant Andrew Laurin et se prépare Jean-Rodolphe Makanga. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Andrew Laurin, donc je suis en première année de thèse à l'Université de Nantes dans le laboratoire Motricité, Interaction, Performance. Et je vais vous parler de mon sujet de thèse qui a pour intitulé « Troubles de la conscience du corps dans le trouble de stress post-traumatique, de la compréhension à la thérapeutique ». Donc en effet, étant également médecin psychiatre, j'ai voulu tourner ma thèse de science sur une pathologie qui m'intéressait et je vais vous présenter ici les principaux objectifs. Donc déjà, le trouble de stress post-traumatique, qu'est-ce que c'est ? C'est une pathologie psychiatrique extrêmement fréquente qui survient lorsqu'un individu est soumis donc, à un événement dit potentiellement traumatique, c'est-à-dire un événement au cours duquel il a été confronté à l'image de la mort. Bagarre, catastrophe naturelle, agression sexuelle, viol en font partie. La grande partie d'entre eux s'en remettront, mais certains patients n'arrivent pas à métaboliser ce traumatisme. Celui-ci persiste dans le psychisme et va donner lieu à un trouble qui se caractérise par plusieurs symptômes. Parmi les plus emblématiques, on retrouvera les symptômes de répétition, au cours duquel l'individu revit incessamment donc son traumatisme à travers des flashbacks, des pensées intrusives, mais également des cauchemars. Actuellement, il est décrit que lors de l'instant traumatique, il peut y avoir des altérations de la conscience du corps, ou ce qu'on appelle le soi minimal, autrement dit des altérations du sens de l'agentivité ou du sens du côté du corps. Le sens de l'agentivité, si on fait simple, c'est la conscience d'être l'auteur d'une action volontaire. Le sens de propriété du corps, quant à lui, c'est la conscience que chaque partie de notre corps nous appartient, et ça nous permet de nous faire des représentations mentales de nous-mêmes, dynamiques et stables dans le temps. Lorsqu'on a un traumatisme, certains patients sont complètement paralysés, ils ne ressentent plus rien, ils n'ont plus de sensations. Et les altérations perceptives peuvent être telles qu'il peut y avoir des expériences de sortie hors du corps où ils se voient en dehors de leur propre corps. Ça a lieu lors du traumatisme et cliniquement, on sait, et c'est décrit, ça se persiste dans le temps au cours du trouble de stress post-traumatique. Et parfois, certains patients ont un niveau d'altération de conscience de soi qui est tel qui présente ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique dissociatif avec énormément de symptômes tels que je vous ai décrits qui les gênent. Donc l'objectif de ma thèse est de caractériser ces deux éléments de la conscience du corps dans le trouble de stress post-traumatique en utilisant l'illusion de la main en caoutchouc qui a été créée par Kalker et Hersen en 2012. L'idée est simple, le patient met une main dans une boîte qu'il ne voit plus, il y a une fausse main en caoutchouc qui est visible sur le dessus, et en faisant un petit mouvement de l'index, les deux index étant connectés, très rapidement, le participant va avoir l'impression que la fausse main devient sa main. Cette force de l'illusion va nous permettre d'évaluer le sens de prise du corps et la stabilité des représentations mentales, et vu qu'il y a un mouvement volontaire, ça va nous permettre d'évaluer le sens de l'agentivité. Alors, c'est pas du tout passé sur la diapo. Dans les objectifs secondaires, actuellement, la psychiatrie se développe dans la prise en charge thérapeutique et il se développe notamment ce qu'on appelle les stimulations cérébrales non invasives, à partir desquelles on va utiliser des courants électriques, notamment de faible intensité, pour stimuler des zones cérébrales impliquées dans certaines pathologies psychiatriques. Actuellement, la TDCS, qui est la stimulation transcrânienne à courant continu, qui consiste à appliquer deux petites éponges au niveau du cortex préfrontal pour stimuler le cortex préfrontal qui est hypofonctionnel, est de plus en plus utilisée. Ma thèse de science va pour but de réaliser la main en caoutchouc dynamique en même temps que les patients sont soumis à la TDCS pour voir dans quelle mesure la TDCS peut améliorer ou non les altérations de la conscience de soi que l'on observe dans le psychotrauma. Et pour finir, je vous dirais que la conscience de soi, vous l'avez compris, résulte d'une intégration multisensorielle permanente et cohérente de votre corps. Mais il y a un élément indispensable à ça, c'est la proprioception. La proprioception est vraiment un élément essentiel de la conscience de soi. La proprioception, on la connaît bien, c'est ce qui permet notamment d'adapter votre posture, que cette posture soit stable. Et donc, on va également demander à nos participants
de faire un test de stabilité posturale sur une plateforme de force pour évaluer par rapport à des sujets sains comment se comporte leur posture, en partant de l'hypothèse que les altérations de la posture qu'on va être en évidence seront à notre avis corrélées à certaines mesures de la main en caoutchouc, ce qui ferait de la posture un indicateur intéressant des altérations de la conscience de soi dans le trouble de stress post-traumatique. Merci. Merci Andrew. Et maintenant, on accueille Jean-Rodolphe, s'il est présent. Il n'est pas là, on va passer à la suite. On s'adapte. Donc, ce sera Marianne Perrotte. Comment on bidouille le truc? C'est-à-dire comment on passe à Alors, les flèches et le rouge, c'est la lumière. Ok, je suis bon. Bonjour. Nous avons tous beaucoup, j'exagère pas, beaucoup de points communs. Le premier point commun, c'est que nous avons tous été des élèves en étant assis à peu près une vingtaine d'années, en train d'écouter quelqu'un qui nous permettait de construire le savoir, qui nous permettait de continuer à faire ce qu'on avait envie de faire. Le deuxième point commun, comme nous avons tous été des élèves, nous avons tous eu des professeurs. Moi, j'avais un professeur en terminale qui s'appelait Monsieur Lehal, c'était mon prof de PS, et il arrivait à comprendre ce qu'on ressentait et à comprendre pourquoi on le ressentait. Et cette capacité, nous la partageons tous, c'est l'empathie. C'est une capacité que nous avons tous et qui est innée. Et ça, c'est encore un point commun que nous avons. Ensuite, on a encore un point commun pour une majorité d'entre nous, c'est que nous sommes des étudiants. Qu'est-ce qui se passe sur la capacité d'empathie des étudiants? On va prendre le cas des médecins, parce qu'il y en a dans la salle. Chez les médecins, l'empathie des étudiants décroît au fur et à mesure de leurs années d'études. C'est-à-dire que plus ils font des études, et moins ils sont empathiques. C'est quand même terrible. Par contre, chez les étudiants, vous validez? Sauf les psys, bien entendu. Par contre, pour les étudiants en école de commerce, cette capacité reste stable dans le temps. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que je suis enseignante à l'INSPE de Nice et que j'ai en charge des étudiants enseignants. Et je me suis dit, en voyant cette étude de Tisseron, Nazello et Trifot de 2019, est-ce qu'il serait possible que mes étudiants enseignants perdent de l'empathie au fur et à mesure de leurs études? C'est le point de départ de cette thèse que je commence cette année. Donc, je vais essayer de voir si elle reste stable, si elle descend, d'étudier de la licence 2 à T3, 3 ans après le concours, cette disposition tout au long de leurs études, et puis de le faire au sein des 32 INSPE en France à qui on va proposer cette étude, et également des instituts privés. J'ai eu l'idée en discutant avec vous. Et donc, on va en rajouter un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire encore? C'est que la première année, on va faire des tests quantitatifs. Et puis, on va se dire, est-ce qu'elle descend chez tout le monde? Peut-être ce n'est pas le cas, elle va peut-être descendre chez certains. Peut-être en EPS, peut-être pas. Je dis ça parce qu'il y a des collègues d'EPS, et je suis prof d'EPS. Peut-être pas. Et peut-être on pourra mettre en place un jeu sérieux pour essayer de développer cette capacité d'empathie si elle était mise à mal dans le cadre des études. Donc, pour l'instant, on n'en sait rien, puisqu'il faut documenter cela. Donc, le calendrier est le suivant. Et la dernière année, je ferai la rédaction de la thèse. Donc, cette recherche parle de nos points communs en tant qu'être humain. Oui, j'ai parlé tout doucement, vous avez vu. Donc, elle parle de nos points communs en tant qu'être humain, en tant qu'élève, de nos souvenirs d'élèves et des souvenirs des élèves des générations suivantes. Elle parle aussi des enseignants et de notre capacité à former les élèves dans un cadre empathique. Et pour terminer, j'ai préparé 2 cartes, parce qu'il n'y a pas que vous. J'ai préparé la joie de travailler sur ce sujet qui me plaît autant, et le stress, parce que quand même, c'est stressant ces cartes, il faut le dire. Et je vous remercie vraiment tous de votre empathie. Merci Marianne pour cette présentation dynamique. Et donc on va conclure avec Constance Prigot pour terminer ses communications.
Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Constance Prégaud, je suis doctorante en 2e année à Rennes 2 et au CREAD. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir vous présenter très succinctement, c'est promis, pour clôturer cette session, les enjeux, les objectifs et les perspectives de ma thèse, ou au moins quelques-uns. Ma thèse, c'est une prolongation du sujet de mon mémoire que j'ai initié lors de mon Master 2 de recherche en sciences de l'éducation. Elle s'intéresse spécifiquement au sens attribué aux études et au parcours des étudiants inscrits en Master de sociologie. Donc, dans une première partie de mon diapo, déjà, j'aimerais bien contextualiser cette recherche pour bien en comprendre donc, les objectifs et les perspectives. Bon, déjà, il est important de souligner, et je pense que personne ne l'ignore ici, qu'il y a une ouverture sociale et sociétale des études supérieures. De plus en plus de personnes peuvent prétendre s'inscrire à l'université et s'inscrivent effectivement au sein des universités. Aussi, ça c'est le phénomène de massification, et aussi depuis quelques décennies maintenant, on a un phénomène de pair qui va avec cette massification, c'est la féminisation des études supérieures. Il y en a beaucoup dans la salle qui peuvent l'attester. En plus de cela, on a de plus en plus de mentions de diplômes et de disciplines qui sont proposées au sein des facultés. C'est l'universitarisation de certains domaines. On a par exemple les diplômes qui sont liés au travail social. Si je le dis, ce n'est pas un exemple au hasard, c'est que je me suis moi-même posé la question de savoir si certains masters qui sont orientés vers le travail social pouvaient intégrer cette étude qui se porte sur la discipline de la sociologie. Donc au final, si l'on prend donc en compte tous ces phénomènes, l'université voit défiler en son sein toujours plus d'étudiants et d'étudiantes avec des profils toujours plus divers et variés. Il paraît donc très intéressant de comprendre cette diversité de profils, les choix de parcours que font les étudiants, aussi bien du point de vue des enseignants, parce que c'est important de comprendre qui l'on a en face de soi, comprendre la diversité au sein d'une même promotion pour pouvoir s'adapter au mieux, mais aussi du point de vue de la société en général, ce qui attire à l'université, comment on s'oriente en son sein. Bon, pour cela, il faut bien commencer quelque part. Donc j'ai décidé de sélectionner au niveau de ma population, c'est la deuxième partie de ma diapositive, une population spécifique, c'est de se pencher sur les étudiants qui sont inscrits en master de sociologie. La sociologie, car c'est une discipline de sciences humaines et sociales qui est réputée avec peu de débouchés, voire très ou trop générale. En plus de ça, c'est une discipline qui est un petit peu particulière, qui a une place un peu spéciale dans les SHS, car elle est associée à certaines connotations et préjugés. Je ne rentrerai pas dans les détails et les débats aujourd'hui, mais c'est une discipline à laquelle on attribue des stéréotypes et des orientations politiques. Et c'est pour ça que je voulais m'intéresser à celle-là en particulier. Aussi, je souhaitais travailler, me pencher auprès des étudiants qui sont avancés dans leur parcours, ceux et celles qui ont voulu continuer, car beaucoup d'études portent sur les jeunes entrants et entrantes à l'université, mais au final, peu s'intéressent à la suite. Pourtant, s'il est difficile de devenir étudiant, il est peut-être encore plus difficile de le rester dans le long terme. L'objectif est donc de comprendre comment on entre dans ces masters et ce qui encourage à poursuivre ce genre d'études à haut niveau. On est quand même sur du Bac+4, Bac+5. Et donc, pour terminer très succinctement, je l'avais promis, je me penche sur le territoire français et sur les masters à mention sociologie. Ce que j'entends par là, c'est que je me centre sur les masters qui ont la sociologie comme discipline principale, soit qui sont constitués uniquement de la sociologie, soit certaines disciplines qui viennent la renforcer, qui viennent l'appuyer. Et aussi, je voudrais prendre, et je prendrai, plusieurs masters avec vraiment des orientations différentes. Même si cette dichotomie recherche professionnalisant n'existe plus, j'aimerais vraiment avoir une représentativité au niveau des masters, des parcours assez généraux ou des parcours plus thématiques, par exemple avec le genre, pour avoir un maximum de parcours en France sur tout le territoire. Donc, pour cela, je m'appuie sur des entretiens compréhensifs afin d'adopter la posture la plus empathique, je rebondis sur le dernier exposé, sur le plus empathique possible pour le recueil des parcours et des choix de parcours. Alors, une des perspectives de ma thèse, et je souhaitais en parler aujourd'hui, parce que ça se décide en ce moment même, c'est que je songe à intégrer, en plus des entretiens compréhensifs, un exercice réflexif pour que les étudiants puissent avoir la possibilité d'avoir plusieurs modalités pour parler d'eux et d'elles-mêmes. Parce que comme plusieurs études on peut le montrer, parler de soi, être actif et se projeter dans son parcours, il faut qu'un étudiant, globalement, il réussisse mieux. Et du coup, je voulais compléter ma méthodologie de recueil en accentuant cette volonté de posture compréhensive, réflexive, tout en proposant un exercice dont les étudiants et étudiantes pourraient en tirer le bénéfice tout de suite. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Constance pour avoir clôturé cette deuxième session de communication de la journée. Et je pense qu'on peut tous les applaudir.